Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro dont va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de la grogne des policiers. Après un mois de mobilisation des Gilets jaunes et des années de menaces terroristes, ils demandent leur dû. Les heures sup, les récup, des conditions de travail correctes. La réponse du gouvernement ne s'est pas fait attendre. Une prime de 300 € pour ceux qui ont été mobilisés lors des manifs. Est-ce que ça suffira à calmer la colère? L'exécutif va-t-il passer au travers d'un nouveau mouvement, celui des Gilets bleus? Hashtag OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera ce soir Patrick Appelmüller à Stéphane Vernet. Nous reviendrons sur le coup de gueule de la commission chargée de mettre en place le grand débat national. Elle met en garde l'exécutif contre toute tentative d'ingérence. Pas question que les réunions se transforment en meeting La République en marche. La grande concertation est-elle déjà en train de tourner au fiasco? Analyse de nos spécialistes dans 10 minutes. Et puis revenons aussi ce soir sur l'histoire du mouvement des Gilets jaunes. On est parti d'une colère contre les taxes. On en arrive à une remise en question profonde de nos institutions et de notre système démocratique. Pour nous éclairer ce soir, le philosophe Yves Roucotte. On va plus loin avec lui juste après ce sujet de Sandra Cerquera. Au départ, c'est un mouvement contre la hausse des taxes, boudé pour ses affinités supposées avec l'extrême droite. Mais très vite, le mouvement des Gilets jaunes s'élargit et s'impose rapidement, au point d'être soutenu par l'opinion publique et de concentrer d'autres luttes. Tout commence en octobre sur Internet, lorsque des groupes fleurissent pour appeler à manifester contre la hausse des prix du carburant. La vidéo de Jacqueline Moureau devient virale. Ces histoires de nous traquer sur les bagnoles, on n'en peut plus. On ne vit pas tous en ville. Face à la colère, le Premier ministre annonce des mesures d'accompagnement tout en restant droit dans ses bottes. Mais le 17 novembre, les blocages sont massifs et les premiers débordements ont lieu à Paris. Dès le lendemain, Édouard Philippe refuse la main tendue des syndicats pour une concertation et maintient le cap. La trajectoire carbone que nous avons fixée, nous allons la tenir. Commence alors un dialogue de sourds. Les revendications, elles, sont plus nombreuses, dépassent la hausse du prix des carburants et concernent maintenant le pouvoir d'achat. Révélateur aussi d'une démocratie en crise. Le 24 novembre, deuxième manifestation sur les Champs-Élysées et cette fois-ci les affrontements sont bien plus violents, obligeant le gouvernement à réagir. Le 27 novembre, Emmanuel Macron propose finalement une concertation de 3 mois partout sur le territoire. Cette même concertation que le Premier ministre avait refusée 10 jours avant. L'attitude de l'exécutif change. J'entends la colère qui a sa part de légitimité. Ce que vous dites, c'est stop, je l'entends, et donc on doit changer de méthode. Mais la colère ne passe pas. Le 1er décembre, c'est le chaos à Paris. Devant cette révolte inédite, l'exécutif n'a pas d'autre choix que de reculer pour tenter d'apaiser avec des mesures d'urgence à près de 10 milliards d'euros. Et comme promis, on va aller plus loin avec notre invité ce soir, Yves Roucotte. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes philosophe et vous publiez ce livre très optimiste, Le bel avenir de l'humanité. Alors, je ne vous cache pas que l'avenir de l'humanité, on ne parvient pas à le voir de façon très positive en ce moment. Qu'est-ce qui vous rend si optimiste, vous ? Bon, d'abord, c'est l'ensemble de ce qui se produit dans le monde, c'est-à-dire l'ensemble des actualités scientifiques, technologiques. Il faut comprendre qu'on est en phase de trouver les solutions pour le cancer, pour les maladies de Parkinson, d'Alzheimer. Les gens ne se rendent pas compte de l'explosion scientifique qui est en face de nous. Par exemple, la vieillesse, la mort même est considérée comme un problème, un accident, plus une nécessité. On a, au niveau des nanotechnologies, des biotechnologies, quelque chose de fantastique, donc, que je raconte dans le livre, vraiment avec les détails, les maladies qui vont disparaître, etc. Ces petits nano-swimmers, on imagine des toutes minuscules petites bestioles, enfin, cette sorte de nanorobots qui vont venir dans les cellules cancéreuses, qui vont exploser les cellules cancéreuses, d'autres petits nanorobots qui vont venir mettre leurs médicaments pour les détruire. C'est un monde fantastique. Alors, sur ce plan-là, peut-être, mais ça ne vous a pas échappé que la France était en colère en ce moment. On a vu dans le sujet de Sandra une colère contre les taxes au départ, une colère beaucoup plus profonde aujourd'hui qui touche maintenant nos institutions. Ça va assez loin. Est-ce qu'elle vous paraît légitime, cette colère, tout de même ? Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que ce qui est légitime, c'est la forme d'organisation. Là encore, parce que les gens, si vous voulez, je vois Harari, par exemple, qui ne comprend pas très bien ce qui se passe au niveau scientifique et puis qui, alors, au niveau social, ne comprend rien du tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la même chose, quelque part, que ce qui se passe au niveau des sciences. On a l'explosion de l'informatique, l'explosion du numérique, l'explosion des réseaux sociaux. Twitter, Facebook, etc., etc. Donc, on a un nouveau mode de pensée de la politique qui arrive. Le problème du gouvernement Macron, c'est qu'il n'a pas compris
cette explosion, cette nouvelle forme de démocratie qui est en train de naître. C'est-à-dire que, si vous voulez, on a opposé la démocratie représentative avec la démocratie, j'ai envie de dire, des réseaux sociaux, des forums sociaux, alors qu'en fait, l'avenir, c'est la conjonction des deux. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'annuler la démocratie représentative, mais il s'agit de s'appuyer sur les réseaux sociaux. J'entendais les débats, par exemple, sur les référendums. Un référendum, ça coûte cher, évidemment. Un référendum, on me dit, c'est compliqué. Mais ce n'est pas compliqué du tout. Il y a 88% des Français qui sont sur Internet. 88% des Français. Ils sont plus proches d'Internet que des urnes. Pourquoi est-ce qu'on n'organiserait pas, à titre indicatif, par exemple, des grands forums avec des votations par Internet, ça ne coûte rien ou quasiment rien, et on demandait aux gens ce qu'ils pensent. Par exemple, on aurait pu leur demander ce qu'ils pensaient de cette fameuse taxe, cette taxation. Et à ce moment-là, le gouvernement alerté, en voyant 70%, 80% des gens dire on est contre, il aurait reculé. On aurait pu imaginer, on peut imaginer demain, de faire voter les gens, non seulement de manière incitative, mais peut-être décisive, parce qu'évidemment, on ne va pas faire comme en Suisse, on ne peut pas faire comme en Suisse, ça coûterait trop cher, mais on peut à l'inverse demander aux internautes de voter, et les 10% qui n'ont pas Internet, de les aider à aller voter, comme on le fait. Vous semblez très positif sur Internet, vous semblez faire l'éloge de ces réseaux sociaux, de cette nouvelle forme de démocratie, mais les réseaux sociaux, vous l'avez vu, c'est aussi des fake news, c'est aussi beaucoup de haine, peut-être même des votes extrêmes, une forme de populisme, tout de même. Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça que... C'est un bémol. Oui, mais c'est-à-dire qu'on est au début, on est à l'apprentissage. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est un petit peu... Alors on a eu le mouvement d'ailleurs du mariage pour tous au départ, qui était déjà un peu l'annonce de ça. On a ce mouvement des Gilets jaunes qui est là aussi un peu un nouveau mouvement de cela. Bien entendu, il y a des difficultés, mais... Quand vous avez 80% des gens que vous pouvez alerter d'une façon ou d'une autre, les fake news, c'est plus difficile à mettre en place. N'oubliez pas une chose, c'est que les États totalitaires, les dictatures, les fake news, elles n'arrêtent pas d'en distribuer, elles n'ont pas cessé d'en distribuer. Donc si vous voulez, moi je crois que c'est le contraire qui va se produire. C'est-à-dire qu'on va avoir un contrôle de la démocratie représentative et des fake news par justement cette puissance, un peu comme on le voit au niveau monétaire, avec les systèmes des blockchains par exemple. C'est peut-être plus compliqué à en parler, mais qui là aussi vont limiter la corruption, vont limiter les vols, etc. Si vous voulez, nous sommes dans un nouvel univers. Il faut que le gouvernement, il accepte l'idée que... D'ailleurs, c'est d'autant plus étonnant, excusez-moi, mais Macron, il a été élu un peu par les réseaux contre les partis traditionnels. Il est étonnant qu'il ait repris une attitude, j'ai envie de dire, qui revient du néolithique. J'explique que nous vivons une énorme révolution qui est aussi importante que celle du néolithique. On a eu il y a 10 000 ans une révolution incroyable qui était la sédentarisation des populations. Nous vivons aujourd'hui une seconde révolution qui est la déterritorialisation, les réseaux justement, l'explosion, avec l'affaissement des États, la mise en cause des vieilles pratiques politiques, du monde magico-religieux. On est en train de l'exploser. Est-ce que les élus justement doivent se remettre en question? Totalement, Est-ce qu'ils se sont trop coupés du peuple? Mais oui, d'ailleurs on les entend, visiblement il y a des gens qui ne comprennent pas. Moi par exemple quand j'entends des gens dire il y a une opposition entre les réseaux et la démocratie représentative. Mais pourquoi y en aurait-il une? Si vous voulez, le monde dans lequel on vivait, qui consiste à dire, voilà, vous nous avez élus pour 5 ans ou pour 7 ans. Maintenant, vous la fermez et puis vous attendez 7 ans après. Ce monde-là est fini. Les individus, ils reprennent en main leur destin. Ils ont envie de parler. Moi, j'ai par exemple voté pour Macron au second tour. J'ai voté pour Macron. Mais je n'ai pas voté pour toutes les propositions de Macron. Il y a peut-être une proposition sur laquelle j'ai envie de dire, non, par exemple les taxations, je dis, moi je ne suis pas favorable à ces taxations. Mais une démocratie peut-elle fonctionner si tout le monde donne son avis? Elle ne peut fonctionner que si les gens donnent leur avis. Parce qu'autrement, on a des blocages, on a des insurrections. D'ailleurs, ce vieux monde où on élisait les gens pour 5 ans ou sur 7 ans, il n'a jamais fonctionné vraiment. Il y a toujours eu des insurrections, des révoltes, des grèves générales, des épuisements politiques. Ça ne fonctionne pas. Au fond, la seule façon de fonctionner, et je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que les hommes politiques, ils doivent comprendre qu'on est à l'heure des réseaux, qu'on est à l'heure des femmes et des hommes à égalité qui veulent venir sur le marché politique parce que c'est leurs affaires à eux. Et je veux dire, vous voyez, moi j'ai quelqu'un qui me dit, mais est-ce qu'on ne risque pas, avec ces référendums d'initiative populaire, par exemple, d'aller contre le mariage pour tous? Et, oui, mais parce que les gens, ils ignorent que dans une république, il y a des règles fondamentales, là par exemple des règles constitutionnelles, les droits individuels, qui ne peuvent pas être abrogés.
par un vote. Même dans un vote normal, d'ailleurs. Quelle est la place des corps intermédiaires dans tout cela? On sait qu'Emmanuel Macron a essayé de les contourner. On voit le résultat aujourd'hui. Il est dans un face-à-face direct. Oui, parce que Macron a commis 2 erreurs. La première erreur, c'est qu'il a tué les corps intermédiaires. En tout cas, il les a annihilés, il les a neutralisés. Donc là, même avec les réseaux, il faut les garder, les corps intermédiaires. Mais c'est même le contraire, c'est que ces réseaux-là, les maires par exemple, regardez les démocraties locales, seront d'autant plus puissants et d'autant plus efficaces qu'ils pourront appeler leur population. Vous voulez un éclairage ici, vous voulez de la surveillance vidéo ici, vous voulez des piscines, on va pouvoir avoir un dialogue tout le temps. L'instant, si vous voulez, le temps politique de la représentation, c'est un temps long. C'est tous les 3 ans, tous les 5 ans, c'est les réunions au Sénat, l'Assemblée nationale. Le temps numérique, c'est un temps court, c'est le temps de l'instant, c'est le temps de rapidité. Et il faut s'adapter. Et c'est à lire dans Le bel avenir de l'humanité, une vision optimiste des choses, ça nous change un peu. Merci infiniment Yves Recaude d'avoir été notre invité ce soir. OVPL continue avec le match des idées. Il va opposer dans un instant Patrick Appelmuller à Stéphane Vernet. On va revenir sur les difficultés de mise en œuvre de ce grand débat national, justement, qui est une des réponses fortes à cette crise des Gilets jaunes. Ça semble tellement compliqué qu'Emmanuel Macron a lui-même organisé une réunion sur le sujet, sauf que la commission monte au créneau et dit non à l'ingérence. Quentin Calmet. C'est un grand débat aux modalités toujours floues. Et pourtant, voilà déjà 3 semaines qu'il a été évoqué pour la première fois par le chef de l'État. Il s'agissait alors d'une des toutes premières réponses de l'exécutif aux Gilets jaunes. Je souhaite que cette stratégie puisse être non seulement débattue, mais construite avec vous au niveau national et local, en se donnant le temps et la volonté, et en bâtissant justement cela dans les 3 mois qui viennent. Alors comment faire dans les mairies, notamment en milieu rural? Des cahiers de doléances ont déjà été ouverts. La semaine dernière, le Premier ministre annonce donc qu'il entend mobiliser pleinement les maires dans le grand débat national. C'est évidemment aux maires qu'il reviendra, s'ils le souhaitent, il ne s'agit pas d'imposer, de participer à l'organisation de ce débat dans leur commune. Ce sont eux qui savent le meilleur moment, le meilleur endroit et probablement la meilleure façon de lancer ce débat. Mais les ministres entrent en piste, chacun cherchant à associer des acteurs, syndicats ou associations pour participer à ce grand débat. Avec un chef d'orchestre désigné par l'exécutif, la Commission nationale du débat public, une instance présidée par Chantal Joanneau et qui entend garder la main sur l'organisation de la consultation. Hier, dans un courrier au Premier ministre, elle rappelle qu'elle préside une autorité administrative indépendante. Il est primordial de ne jamais laisser entendre que le gouvernement pilote directement ou indirectement les débats. La Commission veillera à ce que les réunions du grand débat ne soient en aucun cas des meetings politiques, ni pour le gouvernement, ni pour la majorité. Ce sont donc à tous ces acteurs qu'il s'agit désormais de donner la parole, et ce le plus largement possible sur le territoire. Un débat lancé dans l'urgence et qui devrait commencer en janvier. Et avec nous pour ce match des idées ce soir, Patrick Appelmuller, bonsoir, directeur de la rédaction de l'Humanité. Stéphane Vernet, bonsoir, directeur de la rédaction Ouest France Paris. Cette commission a-t-elle raison de craindre une ingérence de l'exécutif, Patrick Appelmuller, sur l'organisation de ce grand débat? L'ingérence de l'exécutif, elle est évidente et manifeste dès l'origine, puisque Emmanuel Macron réunit des gens pour organiser ce débat. C'est lui qui s'affirme comme le pilote de ce débat. C'est effectivement marcher sur les plates-bandes de la Commission nationale du débat public, et je crois que ça correspond assez bien à ce que veut en faire Emmanuel Macron, c'est-à-dire à la fois une manière d'enterrer, de dissoudre les problèmes, et une manière de se montrer tout d'un coup à l'écoute des Français, ce qu'il n'a pas été pendant 18 mois. Un outil de communication donc? Oui, je pense que c'est à la fois un outil de communication et aussi un moyen de faire traîner les questions qui restent pendantes. Le mouvement des Gilets jaunes n'est pas aujourd'hui arrêté. En tout cas, ces revendications restent très fortes. Et si on peut gagner 3 mois, eh bien, c'est pas mal. C'est fort, Stéphane Vernet, vous êtes d'accord? Alors, pas forcément. Moi, là où je suis d'accord, je suis complètement d'accord, c'est que si c'est ça, alors c'est bien mal parti. C'est-à-dire qu'effectivement, si ça n'est qu'un outil de communication, et si le but du jeu, c'est de faire à nouveau de la pédagogie, d'aller expliquer, de chercher à convaincre les Français que les réformes sont les bonnes et qu'il va falloir faire comme le gouvernement a décidé, pas autrement, alors mieux vaut ne rien faire. Et c'est le danger de cette opération. Et du coup, moi, je trouve que la prise de parole ou le courrier envoyé par Chantal Joanneau est intéressant, parce qu'elle dit quoi, finalement? Elle rappelle qu'elle est à la tête d'une autorité administrative indépendante. Et dans l'autorité administrative indépendante, il y a indépendant. Alors, il en existe 26 en France, certaines
sont très connus du grand public, comme la CNIL par exemple, comme le CSA, ou comme le Défenseur des droits. Ce sont aussi des autorités administratives indépendantes qui connaissaient la Commission nationale du débat public. Dans le grand public, je pense pas grand monde. Et l'objectif pour eux, c'est de promouvoir la culture du débat public, de l'organiser, mais de l'organiser en toute indépendance. Si effectivement les ministres montent à la tribune, etc., et donnent le sentiment qu'ils pilotent l'ensemble, alors les gens ne viendront pas, tout simplement. Il n'y aura pas de partage, il n'y aura pas d'expression. Or, l'avantage aussi de cette grande concertation, c'est qu'on voit bien qu'on vit dans un pays aujourd'hui qui va mal à bien des égards et qui a un besoin d'expression. Si ce grand débat, cette grande concertation permet de libérer la parole, alors il aura au moins cet intérêt-là. Mais si c'est fait si c'est biaisé dès la base, encore une fois, ça ne sert à rien. Les Français, et même la Commission, je ne suis pas sûr que ça soit sa sensibilité, mais ont quelques raisons de se méfier. Parce que les carabistouilles ont commencé, on le voit bien avec l'affaire de l'augmentation du SMIC. Tous les smicards n'en bénéficient pas, c'est pas le salaire qui augmente, c'est tout autre chose, la prime d'activité. On nous a promis 100 €, c'est pas 100 €, ce sera nettement moins d'augmentation de la prime d'activité. Ils ne sont même pas sûrs de pouvoir le faire à temps. On voit bien que les annonces présidentielles, il vaut mieux les regarder avec un petit peu de défiance. Il se trouve que cette même commission chargée d'organiser le grand débat avait déjà été mandatée sur la taxe carbone et son rapport rendu en août dernier était assez limpide. On apprend dans le JDD du week-end dernier qu'il agitait le chiffon rouge, je le cite, « La fiscalité environnementale fait l'objet de critiques acerbes comme susceptible d'aggraver les injustices sociales. L'inquiétude est majeure », avait déclaré Jacques Archimbaud qui présidait cette commission. Résultat, aucune réponse du gouvernement. Le même Jacques Archimbaud a parlé, je le cite toujours, de foutage de gueule. Alors consulter, effectivement, c'est bien, mais si c'est pour ne pas écouter après, Stéphane Vernet ? Non, et puis, voilà, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On a un problème en France sur la concertation avec le public. On est en train de parler de démocratie participative. Ouais. En réalité, on ne sait pas faire. On vit dans un pays où tout le monde demande à ce qu'il y ait de la démocratie participative et on ne sait pas l'organiser parce qu'elle n'est pas dans notre culture et on ne sait pas la promouvoir. En fait, la Commission nationale du débat public, elle a organisé à peu près 130 débats depuis sa création. Le dernier en date, c'était la grande consultation citoyenne sur l'Europe où on nous dit que le rapport a été rendu le 4 décembre. Donc c'est tout frais, hein. 1082 avis recueillis, 70 000 participants. Sur le papier, ça a l'air formidable. En réalité, le problème de ces démarches-là, c'est que qui y participe ? La plupart du temps, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire que ce sont des citoyens engagés, qui ont du temps, qui ont envie de... Voilà. Mais vous avez une écrasante majorité de la population qui n'est même pas informée, ne se sent pas concernée. Mais c'est pour ça qu'on vote et qu'on délègue. Oui, mais dans le nouveau contexte qui est le nôtre aujourd'hui, avec tout le pataquès autour du mouvement des Gilets jaunes, pour une fois, on pourrait avoir une grande concertation qui soit un peu plus suivie que les autres. Sauf si, encore une fois, on part sur des bases viciées, et là, les gens ne viendront pas, forcément. Oui, parce que les alertes et l'opinion des Français sur toute une série de sujets, le gouvernement les connaît. C'est une conception très autoritaire du pouvoir. Nous savons ce qu'il faut faire, il faut expliquer avec pédagogie à des gens qui n'y comprennent rien. Les Gilets jaunes ne comprennent pas ce que nous voulons faire, ce sont des impatients et on essaie de les présenter quelquefois comme des beaufs. Alors que, par exemple, sur la question du rétablissement de l'ISF, on sait l'opinion des Français. Ils sont 70% à le souhaiter. Donc on pourrait les entendre, on ne veut pas les entendre. Et vous me faites parfaitement ma transition, puisque la gauche a décidé de s'attaquer très sérieusement à cette question de l'ISF en utilisant les outils dont elle dispose, c'est-à-dire le référendum. Oui, le référendum d'initiative partagée, introduit dans la Constitution par Nicolas Sarkozy, article 11. C'est Valérie Rabault et Patrick Kanner, chef de file des parlementaires PS, qui lancent l'idée. Puisque nous ne sommes pas d'accord avec votre majorité et ceux qui vous soutiennent sur ce point particulier de l'ISF, nous avons décidé, avec Mme Valérie Rabault, de déposer cette proposition de loi référendaire d'initiative partagée. Et nous demandons simplement, par référendum, au peuple français de conclure et surtout de trancher, Monsieur le Premier ministre. Et je précise que ce référendum d'initiative partagée n'a jamais été utilisé jusqu'ici. Et pour cause, il est très difficile à mettre en œuvre. Regardez, il suppose que la proposition de loi soit déposée par au moins 1/5 des parlementaires, soit au moins 185 sur 925 actuellement. Les groupes de gauche des deux assemblées comptent 152 membres et il faut un soutien d'un minimum de
tenez-vous bien, 4,7 millions de Français, enfin d'électeurs. Donc c'est loin d'être fait, mais c'est un symbole quand même, Stéphane Vernet. C'est-à-dire que là, on est en train de demander ou de parler du référendum d'initiative citoyenne. En oubliant que Là, on parle du partagé, hein, celui qui existe. 2008. Alors, effectivement, les seuils sont beaucoup trop élevés et c'est pour ça qu'il n'a jamais été utilisé. C'est qu'il faut 180. En fait, c'est 20% des sénateurs, 10% des inscrits au niveau du. Sur les listes. Oui, sur les listes électorales. Alors là, on dit 4,7, mais en réalité, on ne sait pas très bien parce qu'il faut attendre le 31 décembre pour savoir combien il y a précisément d'inscrits sur les listes électorales. Ce qu'on sait, c'est que c'est énorme. Ça va être entre 45 millions et 48 millions. Donc c'est 4,5, 4,6, 80. Voilà, millions de personnes. Ça fait beaucoup. Là, les socialistes, les parlementaires socialistes, mais communistes également, et la France insoumise devraient prêter leur signature à la démarche. Ils peuvent, pour une fois, ils peuvent dépasser les 185 signatures. Ils n'en sont pas très loin. Il suffit que des députés ou des sénateurs d'autres groupes se joignent au mouvement sur la base de ce qui vient d'être dit. 70% des Français voudraient qu'on réinstaure l'ISF, vieille formule, etc. Donc ils peuvent obtenir l'ensemble des signatures nécessaires. Après, il faut que ce soit validé par le Conseil constitutionnel. Et à partir du moment où le Conseil constitutionnel dit qu'il n'y a pas de problème de constitutionnalité, on peut faire un référendum sur cette question, ils auraient 9 mois pour recueillir les 4,5 ou 4,7 signatures d'inscrits sur les listes électorales. Et pour une fois, encore une fois, compte tenu du contexte et la mobilisation générale du pays autour de ces questions, ça pourrait marcher. Oui, il faut trouver quand même 35 sénateurs ou députés dans les rangs d'En Marche ou de LR qui sont eux tous opposés au rétablissement de l'ISF. Donc il va falloir des gens courageux pour mettre leur signature en bas de la liste. Donc il faut desserrer ce référendum plutôt. Oui, je crois que ce référendum a été conçu pour ne pas pouvoir être utilisé et ne pas pouvoir être mobilisé. Ça a été une diversion qui évitait de traiter la question du référendum et du respect de l'opinion publique. Mais je trouve qu'autour de la question de ce référendum d'initiative citoyenne, puisque c'est celui qui est sur proposé la table aujourd'hui, par les Gilets jaunes, et qui a trouvé diverses expressions d'ailleurs, revendications autour de la campagne présidentielle, je trouve qu'il souligne d'abord le fait que ces institutions ne marchent plus. Elles ne correspondent plus à ce qui est l'aspiration des gens, à ne pas voter une fois tous les 5 ans, à laisser des gouvernants faire ce qu'ils veulent de leur vote et de ne pas avoir leur mot à dire pendant cette période-là. Et ben, ça veut dire qu'il faut revivifier foncièrement cette démocratie. Ça veut dire que la Ve République, dans sa Constitution, ne tient plus, ne résiste plus. Et je crois que l'amplification de cette revendication citoyenne que d'être intervenant, décideur, acteur, au fur et à mesure que les projets soient conduits, c'est quelque chose qui est extrêmement moderne, qui est très nouveau monde, mais pas celui de la Startup Nation, mais plutôt celui qui est en train de se dessiner avec des citoyens actifs et décideurs. Quitte à remettre sur la table des sujets extrêmement sensibles comme le mariage pour tous ? Mais dans le débat public, il faut savoir si nous sommes une démocratie. Si nous sommes une démocratie, les gens doivent pouvoir décider et voter. Et en 81, ils n'auraient pas aboli la peine de mort. Vous êtes d'accord avec moi ? En conscience. À l'issue d'un débat citoyen, je n'en suis pas sûr. Je me rappelle de ce qu'on disait en 2005 sur la Constitution. Elle allait être plébiscitée par le peuple français. Quand on s'est retrouvé le soir des résultats, c'était le contraire. Et quasiment tous les médias et les principaux partis politiques avaient tous pris position. Ils avaient même fait des estrades communes pour défendre cette position. Moi, je ne crois pas que globalement, l'opinion soit sotte et soit prête à se lancer dans n'importe quelle avorture. Elle peut le faire aux citoyens. À condition de leur faire confiance. Parce qu'aujourd'hui, à force de provoquer des colères sociales extrêmement fortes, à force d'injustice, à force d'inégalité sociale, de ne pas écouter les Français quand ils s'expriment, quand ils revendiquent, de ne pas vouloir écouter les organisations syndicales qui, quand même, sur les questions sociales, disaient la situation depuis des mois et des mois, et ben on arrive à cette situation. Stéphane Vernet. Mais moi, je pense qu'effectivement, trouver de nouvelles façons et d'autres moyens d'être à l'écoute des citoyens et de tenir compte réellement de leurs paroles ou de leurs demandes, oui, ça, on ne peut être que d'accord avec ça, et je pense que tout le monde l'est. Après, quand on voit plus ou moins quand même, hein, plus ou moins. Non, mais exactement. Quand on écoute le président de la République, on n'a pas l'impression qu'il est tout entendu. Plus ou moins. Plus ou moins. Je trouve que l'expression est excellente, elle est parfaitement appropriée, parce que en réalité, derrière le référendum d'initiative citoyenne, toute la question, c'est où est-ce qu'on met les seuils ? Est-ce qu'on peut soumettre tout
ou pas tout à référendum. Vous venez de donner des exemples, la peine de mort, mais par exemple les 80 km/h, si on avait ouvert référendum aux 80 km/h, je pense que les gens auraient dit non. Évidemment. Si on ouvre un référendum à chaque fois qu'on veut augmenter les impôts, les gens spontanément vont dire non, etc. etc. Enfin, vous voyez, donc essayez l'ISF. Alors, peut-être pas l'ISF, mais sur d'autres sujets. Faisons un référendum sur les 40 milliards du CICE. Où est-ce qu'on met le curseur? C'est ça la vraie question. C'est-à-dire, à partir de. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on dit que le référendum d'initiative partagée, il a été introduit dans la Constitution en 2008 et qu'on s'en est pas servi une seule fois en 2018, c'est la preuve manifeste et évidente que ce dispositif est tout sauf adapté. Ça a été fait pour ne pas consulter les gens. Absolument. Troisième thème de ce match, c'est cette polémique autour de Vinci. La société d'autoroute a soulevé une vague d'indignation en voulant faire payer ceux qui avaient profité entre guillemets, des opérations péage gratuits lors des manifs des Gilets jaunes. Finalement, Vinci a décidé ce soir de faire machine arrière. Il faut dire que le gouvernement a fait pression, à l'image d'Elisabeth Borne tout à l'heure au Sénat. Écoutez. Cette annonce est totalement inopportune et inappropriée. Dans la situation que connaît notre pays, chacun doit jouer son rôle pour contribuer à l'apaisement. Par ailleurs, tout indique que cette décision ne serait pas fondée au plan juridique. En effet, les images de vidéoprotection n'ont pas vocation à être utilisées pour la régularisation des paiements. J'ai donc demandé aux sociétés concessionnaires de se conformer strictement à la loi et de ne pas mettre en œuvre de tels recouvrements. Et Vinci, je vous le rappelle, a donc reculé. Comment vous voyez cette affaire en une minute chacun? D'abord, je crois que ça montre qu'un tel groupe pense qu'il peut contraindre l'État à se mettre à son service. Deuxièmement, c'est quand même un groupe qui est au cœur du scandale de la privatisation des autoroutes. Un bien public a été spolié et c'est les Français qu'on fait payer aujourd'hui. Les dividendes sont monstrueux. Le coût de l'achat par les groupes a été remboursé très très largement. Désormais, ils font même payer par les collectivités un certain nombre de travaux sur les autoroutes. C'est un des scandales qui pourrait accompagner d'ailleurs des mobilisations de Gilets jaunes. Ils étaient sensibles à cette question sur les barrages. Je pense qu'effectivement, le gouvernement a senti que c'était un incendie supplémentaire et qu'il valait mieux l'éviter. Stéphane Vernet. Oui, moi, vous avez coupé la séquence, mais après, Elisabeth Borne a dit autre chose qui, moi, me paraît intéressant. Elle dit le week-end qui vient est un week-end de grand départ. Oui, c'est les vacances de Noël. Et donc, il faut que le calme revienne au plus vite sur le terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu la préoccupation de l'exécutif et du gouvernement. C'est aussi pour ça qu'on a un Christophe Castaner qui est monté au créneau en disant ça suffit, et que vous avez les opérations de dégagement des ronds-points qui ont commencé et qui sont en cours. Et en un mot, la démarche de Vinci, elle était scandaleuse au vu aussi des dégâts que effectivement les sociétés d'autoroutes ont vécu. C'est-à-dire que si vous mettez dans la balance les profits réalisés par Vinci par rapport aux dégâts, effectivement, on peut se dire avec tout ce qu'ils engrangent sur un service délégué, on peut se dire que il pourrait s'asseoir sur la note. En même temps, si vous voulez, on parle. Je crois qu'on est dans une estimation qui est. J'ai pas retenu le chiffre, mais ils sont sur plusieurs dizaines de millions. Plusieurs dizaines de millions d'euros. Il ne faut pas être naïf. À un moment ou à un autre, de toute façon, quelle que soit l'entreprise, elle finira bien par se payer sur la bête. Et la bête, c'est les gens qui utilisent l'autoroute. Ça pourrait être sur les dividendes. C'est pas forcément sur les autoroutes. Ça pourrait, mais c'est pas trop la tradition. C'est une tradition qui peut être changée. Et c'est la fin de ce match des idées. Merci beaucoup à tous les deux d'y avoir participé. On va plus loin, continue. #OVPL, évidemment. Si vous avez envie de réagir sur Twitter, de commenter l'émission, on va poursuivre avec notre grand débat. Et on va s'arrêter sur cette nouvelle grogne qui émerge. Ça ne vous a pas échappé, évidemment. C'est celle des policiers. C'est l'après-crise des Gilets jaunes. L'acte 1 des Gilets bleus, disent déjà certains. Le gouvernement veut, semble-t-il, stopper le mouvement avant qu'il ne prenne de l'ampleur. Il propose une prime de 300 €. Est-ce que ça suffira? On va en parler avec nos invités après ce sujet de Stéphane Amalian. Ils ne sortiront de leur commissariat qu'en cas d'urgence. La police nationale souhaite taper du poing sur la table entre la gestion des Gilets jaunes, la lutte antiterroriste et le sentiment anti-flic ambiant. La coupe est pleine. Les policiers souhaitent dénoncer des conditions de travail qui se dégradent d'année en année. Quand vous n'avez pas de moyens matériels pour travailler correctement, quand vous travaillez dans un environnement qui n'est pas conforme à, je dirais, des conditions de travail et de vie normales. Soyons très clairs sur le sujet, des sparadraps, des serrages de main ne suffiront pas à calmer la colère des policiers à l'heure actuelle. L'une des principales revendications des 3 syndicats policiers à l'origine du mouvement concerne les heures supplémentaires non payées. Sur ce sujet, Christophe Castaner semble envoyer un message positif.
L'État doit actuellement presque 275 millions d'euros à ses policiers au titre des heures supplémentaires. Non pas de ces derniers mois, de cette dernière année, mais depuis des dizaines d'années. C'est un chantier que je veux ouvrir avec eux. Nous n'avons pas le droit d'avoir une dette de ce niveau-là. À l'évidence, le gouvernement entend tout faire pour circonscrire au plus vite la colère policière. Cet après-midi, une première annonce a été faite, une prime exceptionnelle de 300 € pour les forces de l'ordre mobilisées face au mouvement des Gilets jaunes. Un amendement gouvernemental dans ce sens a été déposé aujourd'hui dans le cadre de la discussion budgétaire. Un coup de pouce qui viendra s'ajouter à la hausse de 1,6% du budget de la sécurité pour 2019. Avec nous pour le grand débat dont va plus loin ce soir, François Grosdidier, bonsoir, bienvenue, sénateur LR de la Moselle, co-auteur d'un rapport sur l'état des forces de sécurité intérieure. Auteur. Frédéric Ploquin, bonsoir, grand reporter et auteur là aussi de La peur a changé de camp. Tout seul. Perrine Salé, bonsoir à vous également, porte-parole de l'association Femmes des forces de l'ordre en colère. Et Mathieu Zadgrowski, bonsoir à vous également, chercheur en sciences politiques, sociologue de la police et auteur de Que fait la police. Tout le monde parle de cette prime de 300 € pour les forces de l'ordre mobilisées lors des manifs des Gilets jaunes. Perrine Salé, comment vous voyez cela? Qu'est-ce que vous vous dites? Que c'est une goutte d'eau ou que c'est pas mal? Alors non, non, pas du tout. Oui, c'est bien de vouloir doter les forces de l'ordre de quelques moyens supplémentaires pour eux directement dans notre budget quotidien, mais non, pas cette prime-là, pas ça. Pourquoi? Parce que déjà, l'annonce de cette prime a été un tollé monstre au sein de nos familles et au sein des forces de l'ordre, tout simplement parce que c'est une prime qui va diviser la société. C'était un peu une prime qui a été prise aussi bien pour les manifestants gilets jaunes que pour les forces de l'ordre, comme étant un appel un petit peu à casser du flic. Typiquement, non, vous encadrez les gilets jaunes. Beaucoup se plaignent de violences X et Y, justifiées ou injustifiées, et ça donne un petit peu de crédit à ce type de débat en leur disant non, vous voyez les personnes qui sont là pour vous encadrer, pour vous casser la figure entre grosses guillemets, elles vont être rémunérées en plus pour ça. Donc ça a été vraiment ce tollé. Et puis 300 €. 300 €, ça a une prime. Et à qui est-ce qu'elle va être distribuée? À combien de forces de l'ordre qui ont été mobilisées? Est-ce qu'elles vont vraiment indemniser les heures supplémentaires qu'ils ont fait sur les rappels de repos et ainsi de suite? Donc celles qui handicapent véritablement nous, nos vies de famille, la présence de nos hommes à la maison, la présence de nos femmes. Donc non, c'est un véritable tollé pour nous. Largement insuffisant, François Grosdidier. Non mais c'est paraît surréaliste cette prime. Il faudrait d'abord qu'on commence par payer les heures. Il y a quand même, on parlait de 22 millions quand on a rédigé le rapport de la commission d'enquête, on serait même plutôt à 25. Beaucoup plus que ça. Millions, si vous êtes au-dessus, mais attendez, quel employeur, public ou privé, peut se permettre de ne pas payer les heures? Le ministre lui-même nous disait il y a 15 jours qu'il connaissait un policier qui avait 7 ans d'heures supplémentaires. Non, mais vous allez un peu vite. Voilà, non mais c'est complètement fou. C'est-à-dire, on impose aujourd'hui aux policiers de rouler dans des voitures dangereuses qui passeraient pas le contrôle technique ailleurs, de travailler gratuitement, de prendre des risques inconsidérés, souvent risque physique doublé d'un risque juridique, et tout ça pour rien. Donc ils demandent d'abord à être traités comme les autres, les policiers. Donc que leurs heures soient payées avant qu'on leur donne un petit cadeau de Noël pour dire mais pour le reste vous attendrez des années avant qu'on vous paye ce qu'on vous doit. Vous êtes tous d'accord? Moi, je dirais qu'effectivement, c'est pas ridicule parce que 300 €, c'est toujours 300 €, c'est bon à prendre. Mais quelque part, c'est un peu, je pense, ça témoigne d'une relative méconnaissance de la part du politique de ce qu'est réellement l'état d'esprit des policiers aujourd'hui. Je crois qu'il y a un vrai décalage entre cette solution qui est proposée un peu à l'arrache comme ça, parce qu'on a l'impression que c'est vrai que là, le pouvoir politique se retrouve dans une situation compliquée. Quand la rue bouge à ce point-là, on a besoin des forces de l'ordre. Vous, il veut essayer de calmer la colère. C'est un peu, bon, allez, on a besoin de vous, là, on veut que vous soyez à vos postes parce qu'il y a trop de monde dans la rue et donc on vous donne ça. Mais en réalité, le problème de fond, évidemment que l'argent, ça intéresse toujours le fonctionnaire, d'avoir un petit peu plus d'argent. Ça intéresse l'être humain en général. Et en fait, ça intéresse tout le monde, évidemment. Mais je crois que le problème, il est beaucoup plus fondamental, il est beaucoup plus dans l'humain que dans la question de l'argent. Il est beaucoup plus dans la manière dont les policiers ont besoin et envie de se sentir considérés et par leur chef, et par les politiques, et par les magistrats. Donc des choses beaucoup plus fondamentales. Outre ce que disait le sénateur à l'instant sur l'état réel du matériel qui nécessiterait, alors là, pour le coup, un plan sur 4-5 ans et pas 300 € comme ça. Dernier point, pour revenir sur ce que vous disiez à l'instant, effectivement, 300 € pour qui ?
Là, il y a un autre souci, c'est que les policiers ont le sentiment que ça va diviser, parce qu'est-ce qu'on les donne uniquement à ceux qui étaient face aux gilets jaunes, mais dans ce cas, on oublie ceux qui étaient dans les commissariats en train de se plier en quatre pour faire le boulot, à la place de ceux qui étaient... Et 200 euros pour les agents de la préfecture. Parce que là, il parle de 110 000 personnes, 110 000 gendarmes et policiers. Ouais. C'est-à-dire même pas la moitié, en gros, des forces de l'ordre. Donc, quid des autres? Donc, il y a aussi le sentiment que ça va diviser. Donc, en fait... J'ai l'impression tout simplement que c'est extrêmement maladroit, cette espèce de sparadrap qu'on colle comme ça sur une blessure beaucoup plus profonde, et que le sparadrap, c'est bien connu, ne soigne pas les plaies purulentes. Mathieu Zakrzewski. Je pense qu'il y a une accumulation, de problèmes qui viennent d'être évoqués, la question salariale, enfin la question financière, la question des heures supplémentaires, la question du matériel, mais il y a aussi une accumulation dans le temps. J'ai commencé à travailler sur la police au milieu des années 2000, ça fait une petite quinzaine d'années. Déjà à l'époque, quand j'allais dans des commissariats de banlieue, il y avait des propos sur le matériel, les voitures qui ne marchent pas, les toilettes qui fuient, tout un tas de choses en fait basiques qui posent problème. Et en fait, si on monte encore un peu en arrière, si on remonte dans les années 70, il y a déjà un rapport en 1977 qui était le rapport Perfit, du nom du ministre de la Justice de l'époque, qui disait en gros, on a un problème en France, parce qu'en fait, ce dont on parle en ce moment, c'est avant tout, pour une large part, la police de voie publique, la police de sécurité quotidienne. Non pas qu'il n'y ait pas d'autres problèmes dans les autres corps de police, mais là, c'est vraiment la police de terrain qui est confrontée à ces difficultés. Et déjà à l'époque, ce rapport disait, on privilégie dans ce pays les grandes brigades d'enquête criminelle, le renseignement, la lutte contre le terrorisme, et puis en fait, le commissariat du quotidien, c'est le parent pauvre, exactement. Les Gilets jaunes ont-ils ouvert la boîte de Pandore? C'est une question qui est en train de se poser, effectivement. Maintenant qu'on a vu que le gouvernement était capable de mettre 10 milliards d'euros sur la table pour certains, pour les Gilets jaunes, eh bien, d'autres se demandent pourquoi ils n'en rajouteraient pas beaucoup plus pour les policiers. C'est la logique d'Éric Ciotti. Lui, il demande 300 millions d'euros. Il était l'invité d'Europe 1 ce matin. Écoutez. 300 millions d'euros. Est-ce que la nation ne peut pas apporter 300 millions d'euros? On vient de lancer des mesures pour 10 à 15 milliards d'euros. Le gouvernement dit 10 milliards 400 millions d'euros. Et on serait incapable de faire un geste de reconnaissance de 300 millions d'euros envers nos policiers. Alors là encore, c'est pas sérieux. François Grosdidier, vous êtes d'accord? On peut se poser cette question? Je suis d'accord avec Éric Ciotti parce que 300 millions d'euros, ça paraît énorme, mais il faut relativiser. Le stock d'heures. Enfin, il y a 22 millions d'heures. Je ne sais pas d'ailleurs comment ils arrivent à un calcul, ou 25, un calcul à 275 millions. Vous gagnez très peu si c'est 10 euros de l'heure, quel que soit le grade d'ailleurs. Je ne sais pas. Normalement, leur sup, elle est payée au minimum au salaire indiciaire. Bon, donc, partout ailleurs en tout cas. Moi, j'ai dirigé une ville, j'ai dirigé des entreprises privées. On ne paye pas une heure sup moins qu'une heure normale. Bon. Peut-être que dans la police, qu'on ferait différemment. Absolument. Bah, voilà, non, mais c'est fou. Sur l'heure de nuit, c'est non, mais c'est surréaliste. C'est moins d'1 euro. Et comme maire, quand j'emploie un technicien la nuit ou le dimanche, c'est le double. Bon, donc on en est loin et vous rêvez même pas à ça. Donc 300 millions, c'est le minimum. Parce qu'on doit quoi? On doit d'abord commencer à résorber les heures sup. Sur quelques années, il faut le faire. Ensuite, on a un rattrapage d'investissement. 300 millions, c'est ce qu'il faudrait pour entretenir normalement, en bon père de famille, le patrimoine. Non pas pour rattraper les dégradations, mais pour simplement qu'il ne continue pas à se dégrader. Donc c'est ce qui manque. Donc effectivement, le compte n'y est pas. Perrine Salé, est-ce que c'est vrai que c'est un raisonnement que vous avez eu en voyant que les Gilets jaunes avaient fini par obtenir des choses, et notamment on parle de ce chiffre de 10 milliards d'euros mis sur la table par le gouvernement pour répondre à cette demande des Gilets jaunes. Est-ce qu'effectivement ça a poussé les policiers à se dire mais après tout, et nous alors? Alors non, c'est pas un mouvement. Il n'y a pas eu cette logique. C'est pas un mouvement neuf. C'est loin d'être un mouvement neuf comme c'est pas un hasard s'il apparaît aujourd'hui, s'il réapparaît aujourd'hui. S'il réapparaît, c'est bien ça le bon terme. Parce que justement, ça fait des années qu'on en parle. Ça fait bien au moins 10 ans que la colère gronde véritablement. En 2016, les policiers étaient déjà dans les rues pour clamer leur insécurité, leur manque de moyens matériels, financiers, humains. Nous aussi, nous les femmes, on était dans la rue aussi à partir de 2017 à dire qu'il y a un véritable problème d'insécurité pour nous, familles, pour nous, femmes, pour nous, enfants. Il n'y a pas une volonté de s'inscrire dans ce mouvement de grogne qui peut vous aider, vous, à obtenir quelque chose? Évidemment, on s'inscrit manifestement dans un mouvement de grogne qui revient. Qui revient parce que la population en a marre. Mais on est des citoyens avant tout. Moi, je suis femme de policier, je suis citoyenne avant tout. Moi aussi, j'ai envie que mon pouvoir d'achat il augmente. Moi aussi, j'ai envie de revoir mon mari à la maison le soir. J'ai envie que mes enfants ils puissent avoir une enfance correcte. Moi, je suis citoyenne avant tout. Aujourd'hui, il y a une grogne qui monte.
mais elle concerne tout le monde, cette grogne. Et aujourd'hui, si les policiers, les gendarmes, les militaires, tous ces uniformes viennent dans les rues, accompagnés de leurs épouses, de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs compagnons, c'est qu'il y a une raison. C'est que vraiment, ces professions-là se meurent, qu'on les méprise, qu'on balaye leurs revendications de la main et qu'on ne s'en soucie pas. L'étape des Gilets jaunes a été fondamentale aussi pour les policiers parce qu'on a vu qu'ils avaient été à nouveau pris pour cible, Frédéric Plot. Moi, je veux dire, ce ne sont pas les Gilets jaunes qui ouvrent la boîte de Pandore, ce sont les policiers qui sont précurseurs dans cette histoire. Parce que si on regarde, moi, ça fait effectivement 30 ans que j'écris sur la police, donc la colère, elle est redondante et répétitive. Mais en 2016, il s'est passé quelque chose d'inouï, c'est que tout d'un coup, nous avons des policiers qui, la plupart d'ailleurs, structures syndicales, ont pris la parole. Et c'est un peu ce qui se passe au niveau des Gilets jaunes, où les Français en souffrance prennent la parole hors des structures politiques et syndicales. Donc les policiers, au contraire, sont venus avant. Ils ont été les premiers à faire ça et ils ont pris des risques beaucoup plus importants que les Gilets jaunes, à défiler dans la rue de cette façon-là, sans aucune autorisation, pour dire qu'ils étaient en colère. Mais pas seulement la colère, c'était aussi la peur. Parce qu'à l'époque où ça s'est passé, c'était consécutif quand même à une agression extrêmement violente. Et donc c'était aussi pour dire la peur. Et là, ce qui vient de se passer durant cette séquence Gilets jaunes, c'est l'autre peur qui est réapparue en surface aussi. C'est-à-dire que vous avez des policiers qui, effectivement, d'abord sont amenés dans la rue à essayer de maintenir l'ordre face à des individus dont ils partagent les souffrances, qui vient d'être dit. Donc c'est assez compliqué pour eux. C'est-à-dire qu'ils sont un peu en phase avec ce peuple des Gilets jaunes parce qu'ils ressentent à peu près la même chose, ils disent la même chose eux-mêmes. Et ils sont obligés de les mais en plus de ça, il y a la haine. C'est-à-dire que non seulement, et c'est pour ça qu'ils sont dans des situations compliquées, non seulement ils peuvent être en empathie vis-à-vis d'une partie du mouvement, mais ils ressentent vis-à-vis d'une autre partie du mouvement beaucoup plus radicalisée cette haine qui leur rappelle la haine. La haine, elle est multiple vis-à-vis des policiers. Vous avez les terroristes, vous avez les caïds des cités, et vous avez les radicaux d'ultra-gauche ou d'ultra-droite qui, là, tout d'un coup, veulent buter, casser du flic. Donc il est à peu près normal qu'aujourd'hui, ils demandent quelque chose. Pas forcément 300 €, mais qui demandent qu'on reconnaisse aussi ça. Et on va poursuivre cette discussion pour que nos téléspectateurs comprennent bien l'urgence. Je pense qu'ils l'ont déjà bien comprise, mais ça va être encore plus éclairant. Je voudrais qu'on écoute un extrait de cette audition de Christophe Castaner au Sénat. C'était le 4 décembre et vous en avez parlé, François Grosdidier, ministre de l'Intérieur, devait rendre des comptes sur la manifestation des Gilets jaunes qui avait mal tourné le samedi précédent. Et il est revenu sur ce problème des heures supplémentaires et il a donné cet exemple effectivement effarant. Vous soulevez un vrai sujet, celui du stock d'heures supplémentaires, 24 ou 25 millions d'heures supplémentaires en stock, des femmes et des hommes qui partent quelquefois, j'ai vu un cas il y a 2 jours, 7 ans avant le départ à la retraite pour éponger leur volume d'heures supplémentaires. Et donc c'est un volume à peu près équivalent à 250 millions d'euros. Je vous l'ai dit, effarant, hein, Mathieu Zagrodzki. Oui, tout à fait. Enfin, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une accumulation depuis des années. Après, juste pour faire le contrepoint de ce qui a été dit, je pense pas qu'il y ait une mépris généralisé pour la police dans la société française. Je pense qu'il y a des franges, comme vient de le dire Frédéric Ploquin, qui sont anti-police idéologiquement ou du fait de leur activité délinquante ou criminelle. La majorité de la population, et y compris les Gilets jaunes, soutiennent la police. Enfin, il y a eu des slogans pro-police parmi les Gilets jaunes. Ensuite, je ne pense pas que la police soit méprisée non plus par les pouvoirs publics, au sens où les pouvoirs publics n'écouteraient jamais les syndicats policiers. Les syndicats policiers sont plutôt puissants. Ils ont un poids qui est beaucoup plus important que dans le reste de la fonction publique. Et on a même accusé à un moment le gouvernement, en l'occurrence pendant la période 2002-2012, les syndicats de co-gérer en fait la police. Le souci, c'est que c'est la base qui n'a pas l'impression d'être écoutée. C'est qu'elle a l'impression que les syndicats, ils ont accès au pouvoir. Et d'ailleurs, le mouvement de 2016 qu'on vient d'évoquer, il s'est fait totalement en dehors du cadre syndical. Le mouvement que représente Madame, c'est en marge ou à côté des syndicats. Et donc, on part en fait de tellement loin que même quand on fait des concessions qui, aux yeux du gouvernement, peuvent paraître importantes, l'effort budgétaire de 300 € par fonctionnaire. Alors, j'ai toujours été nul en maths. En plus, il y a un débat en ce moment sur les maths au lycée. Alors, moi, j'ai toujours été très mauvais, donc de tête, je ne serais pas capable de vous dire combien. Il y a 150 000 policiers. Voilà. Donc, oui. Mais bon, il y a les gendarmes aussi. Il y a les gendarmes 100 000 aussi. gendarmes. Donc. Mais bon, le gouvernement va vous dire c'est un effort financier important, là où les gardiens de la paix vont dire au final ça fait pas beaucoup, parce qu'encore une fois, on part de salaires qui sont très bas, qui sont parmi les plus bas dans l'Union européenne. Vous parliez de reconnaissance, il y a aussi la reconnaissance des hommes et des femmes politiques. Il y a quelques jours, on va regarder cette image et je vais vous faire réagir. À l'Assemblée nationale, Édouard Philippe a rendu un hommage appuyé aux forces de l'ordre et il les a fait applaudir. Et regardez, tous les députés, tous bords confondus, se sont levés et ont applaudi également. Cette reconnaissance du monde politique, Perrine Salé, vous nous dites elle vous touche ou vous nous dites oui mais il faut passer aux actes? Il faut passer aux actes parce que justement, nous les effets d'annonce, on en a marre. On en a marre, on veut du concret.
On veut qu'il y ait quelque chose qui change véritablement dans notre quotidien. On en a marre de savoir qu'on a des véhicules qui sont hors normes. On les a vus dans les images des Gilets jaunes. Il y a des véhicules qui perdent leur portière. Mais est-ce que c'est normal qu'un véhicule de police en pleine manifestation perde une portière? Est-ce que c'est normal d'hommes et de femmes politiques Les véhicules ne passeraient pas le contrôle technique si ce n'était pas des voitures de police. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Mon homme s'équipe à 300 € d'équipement, casque, genouillère, etc., etc. Payé par la police? Mais non, sur nos propres sous. Sur son propre salaire, on est obligé de rajouter des sous pour pouvoir se protéger. Ça, c'est tous les policiers, c'est comme ça. Les lampes, les piles, les brassières, les genouillères. Les jeunes gendarmes n'ont pas le manteau pour affronter même les... C'est un budget, en fait. C'est un budget pour la famille, en fait. En réalité, c'est un budget... Les policiers n'ont même pas manger quand ils sont sur le terrain. Est-ce que ça, c'est normal qu'on travaille pendant 12 heures d'affilée minimum? Parce que pour les Gilets jaunes, ça a même augmenté au niveau des horaires, parce que les heures supplémentaires ne sont pas payées, elles sont juste récupérées si on peut les récupérer, puisqu'il y a un manque d'effectifs énorme. Notre homme, notre femme, part sur le terrain, ne mange pas, n'est pas protégé et n'est même pas reconnu pour le métier qu'il fait. On parlait de la haine de l'uniforme, c'est loin d'être un mythe. Effectivement, on a 80% de la population française qui aime sa police, qui aime ses uniformes. On est bien d'accord là-dessus. Par contre, nous, femmes, quand on est sur les réseaux sociaux et qu'on reçoit « t'es une pute à flic, on va te crever, sale chienne », on connaît une famille de CRS à tel endroit, c'est de l'appel au meurtre. C'est ça qu'on essaye de dénoncer. Et alors, de quand date ce malaise, cet épuisement? Quelle en est l'origine? Beaucoup remontent au quinquennat Sarkozy. Alors, on va se projeter un petit peu. On va prendre un petit peu de recul. L'ancien chef de l'État avait effectivement taillé dans les effectifs. Et quand on lui demande s'il a des regrets, écoutez ce qu'il répond. C'était le 27 octobre 2016. 2008-2010, vous vous en souvenez, M. Bourg, une crise gigantesque. On l'a appelée la crise des subprimes ou la crise de la dette, peu importe. Des déficits qui n'en finissent pas. La France est attaquée, comme d'autres démocraties. Il faut faire des économies, il faut réduire les effectifs dans la fonction publique. Les chiffres sont non contestés. La délinquance a reculé de 16,5%. La lutte contre l'insécurité n'est pas une question d'effectifs. On croulait sur les dettes et les déficits, il fallait faire des économies. François Grosdidier, on crie beaucoup à Rome sur Nicolas Sarkozy. Bon, si on veut faire l'histoire, j'essaie de vous la faire courte. Mais on peut même remonter, je veux dire, aux années Jospin, la Pol Prox. La Pol Prox, ce qui n'était pas en cause, ce n'était pas la proximité. C'était un moment de présenter la répression comme honteuse et de dire aux policiers, faites plutôt l'éducateur spé ou l'animateur sportif. Premier malaise. Deuxième malaise, Sarko arrive. Je prends globalement par période de 5 ans. C'est Chirac qui est réélu, Raffarin. On fait une loi de programmation qui permet d'ailleurs de récupérer les emplois qui avaient été détruits par la réduction du temps de travail en même temps que la Pol Prox dans les années Jospin. Donc première phase, Sarko au ministère de l'Intérieur et on recrée des effectifs. Et Sarko qui fixe à l'excès des objectifs, politique du chiffre, des objectifs qualitatifs, mais dans un contexte d'augmentation, effectivement, des moyens. Ensuite, on a Sarko à l'Élysée. À ce moment-là, et la crise financière, et les chiffres qui s'améliorent, en partie pour de bonnes raisons, d'autres un peu artificielles sur les statistiques, j'en conviens. Et il a un autre problème quand il dit c'est pas qu'une question de moyens, il a un problème avec la justice. C'est-à-dire que souvent les policiers, c'est ce qui leur mine le moral aussi, ont le sentiment de pédaler sur un vélo sans chaîne. Et il fait quand même, il imagine les peines planchées et les tribunaux correctionnels pour mineurs qui finalement seront abrogés avant même d'être installés, en disant que, quand on dit le fond de problème, c'est la réponse pénale, parce que c'est aussi ce qui mine les policiers. Et comme les chiffres s'améliore, il dit tiens, je vais pouvoir toucher les dividendes de la sécurité, comme 20 ans plus tôt, après la chute du mur de Berlin, on pensait toucher à tort les dividendes de la paix. Et à ce moment-là, effectivement, quelles sont d'ailleurs les unités qui en bâtissent le plus? Les unités, les forces mobiles dont on aurait tant besoin aujourd'hui. Et après ça, vous avez la période Hollande qui se rattrape un peu sur les effectifs, mais totalement au détriment de l'investissement. Et c'est là où les bagnoles véhiculent le plus, où le patrimoine se dégrade. Donc aujourd'hui, on ne peut pas tenir le gouvernement actuel pour responsable de tout ça, mais il faut quand même avoir le minimum de lucidité. Et le problème, c'est qu'on a un gouvernement plus techno que jamais qui aujourd'hui n'entend pas. Il n'entend pas le Parlement. Il n'a pas lu notre rapport
rapport. Il n'entend pas les syndicats. Et si on a une crise de la démocratie représentative aujourd'hui, c'est pas parce que les représentants sont mauvais, les syndicats ou les parlementaires qui font leur job, c'est parce qu'on est dans un système où l'exécutif est complètement technocratisé et n'entend pas les corps intermédiaires. Ça provoque les gilets jaunes ou les policiers en colère qui manifestent leur champ syndical. Frédéric Ploquin, j'aimerais quand même vous entendre sur cette responsabilité présumée du quinquennat Sarkozy dans ces défaillances qu'on voit aujourd'hui dans la politique. Le problème de Sarkozy, c'est que, en fait, c'est la grande promesse qu'il a faite aux policiers. En gros, il s'est fait élire sur un programme hyper sécuritaire. Les policiers qui sont rentrés dans la maison à ce moment-là ont adoré travailler sous ses ordres. Il y a eu une espèce de moment comme ça de fascination pour l'homme. Et du coup, la déception a été d'autant plus forte et la chute d'autant plus rude. Parce que dans un deuxième temps, à cause de la crise probablement, Nicolas Sarkozy, qui avait été adulé, tout d'un coup a été détesté. Pourquoi ? Parce qu'il a déshabillé la police en termes d'effectifs et que quand même le rapport de force sur le terrain, que ce soit dans les quartiers, dans les cités ou que ce soit en maintien de l'ordre, il se base sur le nombre. Une compagnie de CRS, si vous lui enlevez 10 personnes, ce qui a été le cas parce qu'on a taillé dans les CRS à cette époque-là et que vous la remettez dans la même situation, elle est déstabilisée, il y a des sentiments de peur qui peuvent naître justement parce que les CRS, en fait, ils sont là pour impressionner plus que pour taper. Ils sont là pour faire masse. Donc dès lors qu'ils sont moins nombreux sur le terrain, ils sont moins efficaces, ils sont un peu déstabilisés. Et c'est pareil sur le terrain, non pas dans Paris on s'en sortira toujours, mais dès que vous allez en périphérie, puis en plus grande périphérie encore, là vous avez des policiers qui se sont retrouvés en situation d'infériorité, en sous-nombre, et donc le rapport de force quelque part dans certains quartiers durs s'est inversé à cause de ce manque d'effectifs. Et là, effectivement, ils se sont retournés vers l'homme qu'ils avaient adulé en se disant il nous a bien eu. C'est un peu ça qui s'est passé, c'est ça le grand problème de Sarkozy. C'est un peu paradoxal. Hein. Il les a autant aimés que trahis d'une certaine manière après. Ils avaient moins d'espoir en Hollande. Cela dit, le message. Et pourtant les effectifs. Non mais le message Taubira, par contre, a été très mal vécu et catastrophique. Ah, ça c'est autre chose. C'est la question de la justice. On peut faire le problème aujourd'hui. J'ai essayé de brosser rapidement 20 ans d'histoire. Oui. C'est pas ça. C'est aujourd'hui d'ailleurs sous Hollande, la police n'a jamais été autant sollicitée, notamment les forces mobiles, parce que la vague terroriste, la vague migratoire, la loi El Khomri, l'euro. Bon, et le problème aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant là ? Et aujourd'hui, la réponse n'est pas là. Mathieu Zagrodzki. Bon, le souci dans tout ça, c'est l'instabilité des politiques. Ça vient d'être résumé. Sous Sarkozy, il y a les premiers 5 ans, les effectifs augmentent. Et en fait, à un moment, on se retrouve avec le plus grand nombre de policiers dans l'histoire de la police française. Ça retombe ensuite très nettement sur les 5 prochaines années. Ça reste très élevé. Hein, ça reste très élevé. Non, mais bien, alors... Notre problème en France, c'est que policiers et gendarmes passent les 2 tiers de leur temps à la procédure pénale. Ce qui n'est pas le cas ailleurs. Alors, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Le taux de policiers par habitant en France, il est dans la moyenne européenne. Mais il y a 2 fois moins de juges. C'est l'utilisation, voilà. Alors, il y a la question de la justice, il y a la question de l'utilisation des policiers et des gendarmes aussi sur des fonctions administratives qui ne feraient pas dans d'autres pays comme la Grande-Bretagne, par exemple. Donc, le souci de tout ça, c'est l'instabilité des politiques. C'est qu'on passe de la police de proximité. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la description que vous venez d'en faire. Ce n'était pas faire des policiers de la prévention, des agents de prévention spécialisés. C'était rééquilibrer entre l'intervention et puis le contact avec la population. Ceci dit, c'était un marqueur politique très fort. Il faut beaucoup de temps, on est d'accord. On passe à la culture du résultat. Donc l'approche de Sarkozy où le but c'est de faire de l'élucidation, c'est de faire de l'interpellation, et on est plutôt sur un mode de police d'intervention. Arrive la gauche, la gauche revient au pouvoir, le grand totem ce sont les zones de sécurité prioritaires qui durent pendant 2 ans et tombent complètement à l'abandon parce qu'on a la priorité terroriste, et maintenant on a la police de sécurité du quotidien. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'en fait les policiers, quand vous les interrogez, sont extrêmement blasés face à chaque réforme. C'est qu'ils vont vous dire c'est un nouveau gadget politique. Nous, on doit gérer l'urgence avant tout, on doit gérer des problématiques quotidiennes. Et puis, on a des grands labels, des grandes appellations politiques qui ne correspondent pas à des changements concrets. Et il nous reste très peu de temps, Perrine Salé. Tout ce que vous venez d'entendre correspond à ce que vous avez vécu ? Alors moi, en tant que telle, peut-être pas. Non, pas sur les 30 dernières années, mais ce que vous entendez. Effectivement, oui, il y a de la mauvaise utilisation de nos forces de l'ordre. Il y a un manque de considération quand même assez important sur leur travail, sur ce qu'ils demandent véritablement. Il faut peut-être écouter vraiment la base qui pourrait peut-être faire évoluer les choses. Et là, on se rend compte qu'on n'est pas entendu, on n'est pas vraiment considéré à ce niveau-là, pour les familles non plus. Et je reviens au niveau de la justice. Parce que là, il y a quand même un véritable problème, même si on parle principalement aussi de la dotation de moyens qui passe par le ministère de l'Intérieur. Au niveau de la justice, il y a un véritable problème quand on voit qu'on a un individu qui est interpellé lors des manifestations Gilets jaunes avec, dans son sac, des cocktails Molotov, des pierres, et qu'il a 2 textos dans son téléphone portable, préparer les armes et niquer la police, et qu'il est relaxé.
Je pense que là, on nous donne juste un message complètement ahurissant. Et c'est un débat qu'on ouvrira dans notre prochaine émission. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. OVPL revient demain en direct à 18h30. Ne le manquez pas. L'invité de Territoire d'Info demain, c'est Fabien Roussel, secrétaire national du PCF. Très bonne soirée. Restez au cœur du débat. Vous avez annoncé à l'Assemblée nationale votre question. De